Ce soir, en plein cœur des quarts de finale de la Coupe du Monde, un tout autre drame se joue loin de la pelouse. Et il n'a rien à voir avec les tirs au but ni avec une prolongation. Selon des informations qui circulent désormais parmi les journalistes sportifs européens, le gouvernement français aurait convoqué discrètement, plus tôt cette semaine, ses principaux conseillers en médecine du sport afin d'examiner un élément enfoui dans les propres registres de déplacement de la FIFA. Et ce qu'ils y auraient découvert aurait fait monter la confrontation entre Paris et le siège de la FIFA à Zurich, jusqu'à un point de tension extrême. L'histoire commence avec des chiffres qui, sur le papier, semblent dire presque anodins, des distances de voyage, des fuseaux horaires, des fenêtres de récupération. Mais lorsque le staff médical français a placé ces données les unes à côté des autres, des sources proches de la fédération affirment que le tableau apparu n'avait rien d'ordinaire. Plusieurs médias rapportent maintenant que le parcours de la France dans les tours à élimination directe a obligé son groupe à traverser le continent dans un calendrier que certains décrivent comme le plus exigeant physiquement de l'histoire moderne du tournoi, tandis que d'autres nations engagées dans le même tableau auraient bénéficié de trajets nettement plus cléments entre les villes hôtes. Que cet écart soit une simple coïncidence ou qu'il ait été inscrit dans la structure même du tableau, c'est précisément la question que l'on chuchote aujourd'hui dans les couloirs du ministère français des Sports. Et c'est une question à laquelle personne, du côté de la FIFA, ne semble pressé de répondre officiellement. Pour situer le contexte, le quart de finale de ce soir oppose réellement la France au Maroc, une affiche que personne n'aurait imaginée avec une telle intensité il y a 6 mois. La France est arrivée à ce stade après une phase de groupe où elle a battu le Sénégal, maîtrisé l'Irak et balayé une Norvège largement remaniée, avant de survivre à une séance de tirs au but crispante contre les Pays-Bas en 16e de finale, puis d'écarter de justesse le Canada, pays co-organisateur, en 8e de finale. Le Maroc, lui, est devenu l'histoire majeure de cette Coupe du Monde. Dernière nation africaine encore en lice, il porte sur ses épaules les espoirs de tout un continent. Son parcours jusqu'au quart, porté par les performances remarquables de la ligne défensive d'Achraf Hakimi et par un milieu construit autour de la vision d'Azzedine Ounahi, a transformé des supporters occasionnels d'Afrique et du Moyen-Orient en fidèles hypnotisés par leur écran. Ainsi, pendant que des millions de personnes se concentrent ce soir sur le duel entre Kylian Mbappé et Hakimi, un groupe plus restreint, mais de plus en plus audible, d'initiés se focalise, selon plusieurs récits, sur une question très différente. Les conditions de déplacement qui ont amené les deux équipes jusqu'ici ont-elles réellement été équitables dès le départ ? D'après des versions non vérifiées qui circulent parmi les commentateurs sportifs français, c'est le propre conseil médical de la Fédération française de football qui aurait d'abord signalé la disparité, après avoir comparé les relevés de vol, les temps d'escale et les périodes obligatoires de repos de toutes les équipes encore présentes dans le tableau. Son examen interne aurait conclu que les équipes européennes, France comprise, se voyaient régulièrement attribuer des corridors de transit plus longs et des fenêtres de récupération plus courtes que les équipes évoluant plus près de leur groupe de villes hôtes désignées. Si ce schéma était confirmé, il soulèverait de sérieuses questions sur le fonctionnement réel de l'algorithme de programmation de la FIFA. Les scientifiques du sport préviennent depuis longtemps que le temps de récupération entre des matchs de très haut niveau n'est pas un luxe. C'est une variable mesurable, directement liée au risque de blessure, à la fatigue musculaire et même à la vitesse de décision sur le terrain. Une équipe contrainte de traverser plusieurs fuseaux horaires avec à peine 2 jours pour récupérer avant un match à élimination directe se retrouve, en théorie, en désavantage physiologique avant même le coup d'envoi. C'est, semble-t-il, l'argument que les responsables français seraient en train de préparer, non pas comme une théorie du complot, mais comme un appel formel à une réforme structurelle, un dossier dont certaines sources affirment qu'il serait déjà arrivé sur le bureau du président Emmanuel Macron lui-même. Que Macron soit personnellement intervenu, comme l'ont suggéré certains comptes sur les réseaux sociaux, reste non confirmé. Il faut aussi être clair. Aucun communiqué officiel de l'Élysée n'a reconnu publiquement l'envoi d'un ultimatum à la FIFA. Ce qui paraît réel, en revanche, à la lumière de la couverture de la presse française cette semaine,
c'est l'attention politique croissante à Paris sur la manière dont les pays hôtes et les partenaires commerciaux de la FIFA sont traités par rapport aux sélections européennes contraintes de voyager. Cette tension ne surgit pas de nulle part. Plus tôt dans le tournoi, le président Trump s'était exprimé publiquement après le carton rouge reçu par Folarin Balogun lors d'un match de phase de groupe, demandant directement à la FIFA de revoir la décision. C'était un moment rare, celui d'un président américain en exercice commentant ouvertement une décision arbitrale. Cet épisode avait déjà montré à quel point la politique et cette Coupe du Monde étaient étroitement entremêlées, bien avant l'apparition d'une controverse sur les calendriers de déplacement. Ajoutez à cela la frustration persistante de la Fédération égyptienne, qui a publié un communiqué affirmant qu'elle ne pouvait pas rester silencieuse face aux décisions arbitrales après son élimination en huitième de finale contre l'Argentine. Et l'on voit se dessiner le portrait d'un tournoi où gouvernement et fédération sont de plus en plus disposés à contester publiquement la gestion de la compétition par la FIFA. Revenons maintenant à la question des voyages. Si les chiffres cités dans ces rapports sont exacts, et cela reste encore une hypothèse, l'ampleur de l'écart est frappante. Certains récits évoquent seulement pour la France, en phase à élimination directe, un corridor de transit de plus de 3000 miles, concentré dans une fenêtre de récupération d'à peine 2 jours pleins, en tenant compte du temps de vol, de l'adaptation au fuseau horaire, des transports terrestres et des protocoles de sommeil et de nutrition que les spécialistes de médecine sportive jugent non négociables avant une compétition d'élite. Comparez cela, selon les mêmes rapports non confirmés, à des adversaires qui auraient parcouru moins de 400 miles dans un seul fuseau horaire et bénéficié de 3 jours complets pour récupérer. Même tournoi, même tour, exigences physiques radicalement différentes. Si cela est vrai, ce n'est pas un simple désagrément. C'est le type d'écart mesurable et quantifiable qui, selon les scientifiques du sport, peut faire basculer des matchs décidés par des marges infimes, un sprint manqué, une réaction ralentie d'une demi-seconde, une cheville qui lâche parce que les muscles n'ont jamais totalement récupéré. C'est ici que l'histoire cesse d'être une plainte de football pour devenir un dossier aux enjeux financiers bien réels. La France, aux côtés de l'Argentine et du Brésil, reste l'une des sélections les plus précieuses commercialement dans ce tournoi, attirant des audiences massives, non seulement sur son marché national, mais aussi en Afrique francophone, en Afrique du Nord et plus largement en Europe. Toute perturbation de sa participation, même hypothétique, provoquerait une onde de choc dans des contrats de diffusion construits sur l'idée que les grandes équipes iraient loin. Des initiés de l'industrie, s'exprimant anonymement auprès de publications spécialisées, ont évoqué l'idée que si une grande puissance européenne, comme la France, devait un jour se retirer d'un tour à élimination directe en signe de protestation, les répercussions sur les engagements publicitaires, les activations de sponsoring et la valorisation des droits télévisés pourraient être sévères. Aucun retrait de ce type n'a cependant eu lieu, et la FIFA n'a publié aucun communiqué laissant penser qu'une telle issue serait imminente. Il faut rappeler que le calendrier officiel de la FIFA pour ce tournoi a été arrêté plus d'un an à l'avance, autour de 39 sites répartis entre les États-Unis, le Mexique et le Canada. Et c'est une empreinte géographique sans précédent pour une Coupe du Monde. 3 pays, 3 fuseaux horaires et un format élargi pour la première fois de l'histoire à 48 équipes. Cette expansion, à elle seule, devait forcément créer des casse-têtes logistiques que personne n'avait encore résolus. Jamais une Coupe du Monde n'avait eu à déplacer autant d'équipes sur d'aussi grandes distances continentales au cours d'une seule phase à élimination directe. Il était inévitable que certaines affiches deviennent plus exigeantes en déplacement que d'autres pour des raisons de géographie du tableau, indépendamment de toute intention cachée. La FIFA a déjà défendu son cadre de programmation en invoquant des consultants indépendants en sciences du sport, qui auraient validé les minimums de repos pour chaque match du tournoi. Son argument est que, même si les distances de voyage varient, aucune équipe n'a reçu une fenêtre de récupération inférieure au seuil recommandé médicalement. Reste que l'écart de perception compte presque autant que la conformité technique.
Même si la FIFA a respecté sur le papier toutes les exigences minimales, une équipe qui parcourt 3000 miles dans un délai serré aura toujours le sentiment d'avoir tiré le mauvais numéro face à une sélection qui a à peine quitté son groupe de villes hôtes. Et la perception, surtout lorsqu'elle est amplifiée sur les réseaux sociaux quelques heures après l'annonce d'un tableau, peut devenir une campagne de pression à part entière. Cette campagne de pression semble déjà prendre forme. Les forums de supporters et les émissions de débats sportifs en France passent depuis plusieurs jours à se demander si la fédération devrait exiger publiquement un audit formel du processus de programmation, quel que soit le résultat de ce soir contre le Maroc. Certains commentateurs estiment que soulever le sujet maintenant, en plein tournoi, ne fait que distraire l'équipe. D'autres répondent que s'il existe une véritable inquiétude pour la sécurité, le silence serait irresponsable. Pour le Maroc, le récit à l'approche de ce soir ne pourrait pas être plus différent. Aucune controverse de voyage ne colle à son parcours, seulement une pure romance sportive. Une nation d'environ 37 millions d'habitants portant non seulement ses propres espoirs, mais aussi ceux de tout un continent qui n'a jamais vu une équipe africaine atteindre une demi-finale de Coupe du Monde. Son sélectionneur a constamment mis l'accent sur l'unité et la discipline plutôt que sur la politique, gardant le groupe concentré sur la préparation plutôt que sur le bruit extérieur. Ce contraste, une équipe entourée de questions sur l'équité et la gouvernance, l'autre portée par une vague de fierté continentale, donne au quart de finale de ce soir une texture émotionnelle étrange. C'est à la fois l'un des matchs les plus attendus du tournoi et un terrain symbolique pour une conversation bien plus large sur la manière dont la FIFA traite, en coulisses, ses fédérations les plus précieuses commercialement. Quoi qu'il se passe sur le terrain ce soir, la question plus large soulevée par ces rapports ne va pas disparaître. À mesure que le format de la Coupe du Monde passe à 48 équipes et s'étend sur 3 pays hôtes, la logistique permettant d'acheminer en sécurité des athlètes d'élite d'un match à l'autre sur une zone de taille continentale ne fera que devenir plus complexe. Et si, ne serait-ce qu'une partie de ce qui est rapporté sur les écarts de récupération résiste à l'examen, la FIFA pourrait se retrouver sous pression non pas d'une seule fédération frustrée, mais d'une coalition grandissante d'associations nationales réclamant pour les futurs tournois un processus de programmation transparent et audité de manière indépendante. Pour l'instant, aucune équipe ne s'est retirée, aucun ultimatum n'a été confirmé publiquement par un gouvernement, et le match entre la France et le Maroc doit débuter comme prévu. Mais les questions qui entourent l'équité, la sécurité physique et les véritables bénéficiaires des décisions de programmation de la FIFA ne disparaîtront probablement pas au coup de sifflet final, quel que soit le vainqueur. Si ces affirmations sur des disparités de déplacement finissent par être étayées par un examen indépendant, il faut s'attendre à ce que cette controverse discrète devienne l'un des grands récits d'après-tournoi de toute la Coupe du Monde 2026, en remodelant la manière dont les futurs pays hôtes et la FIFA elle-même aborderont l'équilibre délicat entre ambition commerciale et bien-être des athlètes. Le football a toujours été politique à ses marges, mais rarement un simple tableur de calendrier aura porté autant de poids potentiel. Que cette affaire devienne une note de bas de page ou une véritable crise de gouvernance pour la FIFA dépendra peut-être moins de ce qui se passera dans le temps additionnel ce soir que de ce que des auditeurs indépendants, si jamais ils sont mandatés, finiront par découvrir dans les données. Pour comprendre pourquoi ce litige sur les déplacements a frappé si fort à Paris, il faut regarder la position politique de la France avant ce tournoi. Plus tôt cette année, le président Macron avait publiquement exhorté les Bleus à viser une 3e étoile mondiale, présentant le tournoi comme une affaire de fierté nationale à un moment où son gouvernement affrontait une série de défis intérieurs éprouvants. Une équipe perçue comme freinée par une logistique injuste, même indirectement, passe mal auprès d'un pouvoir qui a investi un véritable capital politique dans cette aventure. Ce contexte compte car il explique pourquoi un différend, qui aurait pu rester enfermé dans des notes internes de fédération, a commencé à se diffuser dans le commentaire politique. Lorsqu'un chef d'État français a déjà lié son propre message au succès de l'équipe nationale, le moindre indice d'un parcours structurellement déséquilibré devient presque impossible à ignorer,
qu'un ultimatum gouvernemental formel ait réellement été envoyé ou non. Il explique aussi le moment choisi. Ce quart de finale contre le Maroc arrive précisément lorsque les fédérations européennes commencent à comparer leurs notes à travers le tournoi, échangeant des registres de voyage et des données de récupération, comme des campagnes rivales comparent des sondages. La frustration publique de l'Égypte à propos de l'arbitrage après son élimination contre l'Argentine, l'intervention publique de Trump sur un carton rouge plus tôt en phase de groupe, et maintenant, ces rapports sur les disparités de déplacement renvoient tous au même thème de fond. Le sentiment grandissant, chez les fédérations, les supporters et même les chefs d'État, que la prise de décision de la FIFA dans ce format élargi à 48 équipes n'a pas été assez transparente pour un tournoi de cette taille et de ce poids commercial. Certains analystes de la gouvernance de la FIFA estiment que l'organisation n'était tout simplement pas conçue, structurellement ni logistiquement, pour un tournoi réparti sur 3 pays et 3 fuseaux horaires, avec autant d'équipes encore en vie si loin dans les tours à élimination directe. Les Coupes du Monde précédentes, même les éditions récentes les plus larges, n'ont jamais eu à résoudre des déplacements à l'échelle d'un continent entre des matchs couperés. Le passage de 32 à 48 équipes devait forcément mettre à l'épreuve des systèmes à peine ajustés depuis des tournois beaucoup plus petits, il y a des décennies. Cette crise pourrait être la première à exposer publiquement ces fissures. Pour les diffuseurs, les enjeux liés à la moindre perturbation dépassent largement un seul match. Les contrats de ce tournoi ont été négociés des années à l'avance, sur des projections supposant que des équipes phares comme la France, l'Argentine et le Brésil iraient loin dans la phase à élimination directe et porteraient des tarifs publicitaires premium en prime time sur plusieurs continents. La simple idée qu'une grande puissance européenne puisse contester publiquement l'équité de la compétition, sans même parler d'une action radicale, suffit à inquiéter les équipes de sponsoring et les dirigeants de chaînes, car ces modèles financiers laissent très peu de place à une sortie d'une tête d'affiche pour autre chose que des résultats purement sportifs. Rien de tout cela ne signifie qu'un retrait réel soit sur la table. Ce n'est presque certainement pas le cas, et traiter comme des faits établis des rumeurs non confirmées sur les réseaux sociaux évoquant des ultimatums ou des avions charters immobilisés serait irresponsable. Mais les questions de fond sur les données de voyage soulevées par les conseillers français en sciences du sport, qu'elles soient finalement pleinement vérifiées ou seulement partiellement confirmées lorsque des journalistes indépendants creuseront davantage, touchent à une inquiétude réelle et grandissante sur l'équité avec laquelle la FIFA a géré la logistique d'un tournoi d'une ampleur géographique inédite. Au sein du camp français lui-même, les joueurs ont publiquement gardé les yeux sur le football. Kylian Mbappé, qui aborde le quart de finale de ce soir comme l'un des joueurs les plus scrutés de la planète, a peu parlé publiquement des plaintes liées au calendrier, préférant laisser ses performances répondre sur la pelouse. Cette discipline, rester concentrée sur la compétition pendant que les dirigeants fédéraux gèrent la politique à huis clos, est exactement ce que les équipes d'élite apprennent à faire. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles la France a paru si calme à travers 5 tours de football à élimination directe malgré tout le bruit logistique autour d'elle. Le camp marocain, lui, est resté presque entièrement à l'écart de cette conversation, et cela pourrait être l'un de ses plus grands avantages ce soir. Achraf Hakimi, auteur selon beaucoup du tournoi de sa carrière, a parlé ouvertement de représenter non seulement son pays, mais tout un continent qui attend depuis des décennies qu'une équipe aille aussi loin. La créativité d'Azzedine Ounahi au milieu, associée au réalisme de Soufiane Raimi devant, a donné au Maroc un mélange d'inspiration et de discipline défensive qui a frustré des adversaires plus grands et nettement plus favoris à chaque étape de ce parcours. Le match de ce soir porte un véritable poids symbolique, totalement indépendant de toute controverse de calendrier. Un quart de finale France-Maroc possède une profonde résonance historique et culturelle en raison de l'histoire entremêlée des deux pays. C'est une affiche que les supporters des deux rives de la Méditerranée attendent avec une intensité qui dépasse la rivalité sportive ordinaire. De grandes communautés issues de la diaspora en France regarderont aussi ce match avec des loyautés partagées, ajoutant une couche émotionnelle supplémentaire à une rencontre déjà immense.
Quoi que l'on confirme ou démente finalement sur les pratiques de programmation de la FIFA, une chose paraît de plus en plus probable. Ce ne sera pas la dernière fois qu'une fédération questionnera publiquement la manière dont les villes hôtes, les corridors de transit et les fenêtres de récupération ont été attribués dans une Coupe du Monde à 48 équipes et 3 pays. Si la France, l'une des fédérations les plus puissantes et les mieux dotées du football, est prête à laisser son conseil médical comparer ouvertement les données sur l'équité des déplacements, des fédérations plus petites, avec beaucoup moins de poids, ont presque certainement des conversations similaires en privé, même si elles n'ont pas la force politique nécessaire pour porter ces plaintes dans l'espace public, comme la France semble l'avoir fait cette semaine. Pour la FIFA, sous la présidence de Gianni Infantino, le moment pourrait difficilement être pire. L'organisation a passé des années à présenter ce format élargi comme la preuve que la Coupe du Monde pouvait devenir plus grande, plus riche et plus mondiale sans sacrifier l'intégrité sportive. Une controverse crédible et bien documentée sur des temps de récupération inégaux entre matchs à élimination directe, même si elle ne dépasse jamais des notes fédérales fermes et des conférences de presse incisives, fragilise précisément le récit que la FIFA, c'est le plus efforcé de construire à l'approche de la phase la plus lucrative et la plus regardée du tournoi. À l'approche du coup d'envoi de France-Maroc ce soir, deux histoires très différentes se déroulent donc en parallèle. Sur la pelouse, un choc de football entre l'un des groupes les plus talentueux d'Europe et la fierté de tout un continent. En dehors du terrain, une dispute plus silencieuse, encore non confirmée, mais de plus en plus débattue, sur la question de savoir si la route menant à cette soirée a réellement été construite sur un terrain équitable. Ces deux histoires, chacune à sa manière, façonneront le souvenir de cette Coupe du Monde longtemps après que le résultat de ce soir sera inscrit dans les livres d'histoire.